Bonjour à tous. Donc je voudrais proposer un témoignage de quelque chose qui m'est arrivé de physiquement parlant impossible. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué aussi de le faire. Donc j'ai peine à croire que je finis par le faire, mais je le fais, tout me pousse à le faire. Donc il s'agit de mon médaillon de baptême qui est tombé à 2 reprises la veille de mes 2 nuits noires, donc de mes 2 ruptures. Et physiquement parlant, c'est pas possible parce que le maillon est soudé et que ma chaîne est restée autour du cou. Dans les 2 cas, j'étais pas toute seule, donc je suis pas folle. Voilà. Et je suis pas une élue, hein, enfin dans le sens où je suis pas une Marie-Madeleine, je suis pas une Jésus, enfin Jésus, un Bouddha, tout ça. Hein. Moi, je suis Christelle Imhoff, donc un être humain comme similaire à tous les êtres humains, avec des facultés cognitives identiques. Et je fais mon témoignage de manière nominative en ayant pleine conscience des répercussions que ça peut avoir dans ma sphère familiale, donc dans ma sphère directe, indirecte, famille élargie, et puis aussi dans ma sphère professionnelle. Voilà, parce que je tiens à mon authenticité. Et voilà. Donc, je vais commencer par me présenter. Parce qu'en fait, ça a suivi un état de grâce. Enfin, un état de grâce qui est communément appelé un éveil de Kundalini, qui n'est pas de mon fait. Dans le sens où tous les éléments de vie auxquels je me raccrochais jusqu'alors étaient... non, ma puce, c'est pas de la pâte à modeler. C'est de la boue, super. Ici présente, voilà. Je me retrouve maman donc, de 4 petites filles, hein, âgées de 4 ans, 2 ans et demi, 1 an et demi et 3 mois. Et c'est pour elles, en fait, que je fais ce témoignage. Je vais y venir. Parce qu'en fait... j'ai plus le choix que de mettre au monde ma vérité, parce que si je le fais pas, ça m'isole complètement. Ça m'isole complètement parce que je dois faire une sorte de rétrécissement de conscience et de cœur. Et en toute humilité, j'ai pas envie d'incriminer qui que ce soit, hein, vraiment, hein, c'est à part moi. Juste pour pouvoir être en fait avec les gens que j'aime, qui peuvent pas entendre ces vérités. Ça pourrait développer à terme une sorte de conflit d'évitement, donc de retrait, donc une psychopathologie, et j'ai envie de conserver ma santé mentale. Et si j'aurais eu ce type de témoignage-là, d'ailleurs j'invite tous les gens toutes les personnes à qui il est arrivé des choses similaires de témoigner, parce que moi ça m'aurait beaucoup aidé. Voilà, je comprends pas, en fait, c'est une prise en charge. Je vais y venir, c'est une question de fréquence. C'est-à-dire que la souffrance que j'aurais... en fait, c'est venu littéralement me sauver la vie, hein, par rapport à un suicide que je projetais de faire. Et j'avais un plan bien établi. Mais je le fais pas. Je ne vais pas le faire. En fait, le degré de souffrance que j'allais devoir emmagasiner... était trop important par rapport au degré justement de capacité que j'avais dans mon système neuronal et par extension dans mon système nerveux pour l'emmagasiner. Et la systémique de souffrance qu'aurait induit ce suicide aurait été trop souffrant, que ce soit pour ma famille, mais aussi dans le cadre de mon activité professionnelle. Donc je vais essayer de témoigner de manière concise, hein, mais succinct. Donc en fait, pour revenir à la base, moi j'ai fait 2 écoles maternelles, 2 écoles primaires, 2 collèges, 2 lycées et 2 universités différentes. Ce qui m'a valu... Bon voilà, c'était en crash. En fait, je suis sur un territoire dispatché, hein, donc voilà. Ce qui m'a valu de valider ma licence de géographie humaine, et après de passer ce qui m'a amené à passer les concours de la fonction publique territoriale, d'en être lauréate et de trouver un poste en tant que secrétaire de mairie. Bon, sans prétention, hein, j'ai le statut parce que je suis sur des communes de petite taille, donc je suis seule en poste. C'est dégoûtant ce que tu es en train de faire, Berk.
Et je suis seule en poste, c'est les communes de moins de 1000 habitants, donc on touche à tout et il faut beaucoup de polyvalence d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce travail m'a permis de m'accomplir, de me rendre compte, parce que jusqu'à présent, enfin jusqu'avant, je pensais vraiment que j'étais bête. Et, je me suis rendu compte de ma faculté de ma capacité de concentration et de mon dynamisme. Donc justement, c'était en 2016, juste avant donc cet éveil, cet état de grâce, et avant l'effondrement de tous mes piliers de vie auxquels je me raccrochais. Donc 2016, c'était une année d'expansion professionnelle mais aussi personnelle. Bon, j'ai travaillé pendant à peu près 6 mois en 44 heures, bon, sans savoir que c'était pas du tout pas légal. Mais avec le centre de gestion, j'avais des excellentes notations des maires pour lesquels je travaillais et des supérieurs hiérarchiques. Donc le centre de gestion me missionnait, voilà, en plus de mes statuts, au plus de mes titularisations, des postes sur lesquels j'étais titulaire. Et je m'éclatais dans ce boulot. C'était vraiment, j'avais vraiment pas l'impression de travailler, hein. C'était super, quoi. Et parallèlement à ça, donc j'avais une charge de travail très très importante. Et parallèlement à ça, je me proposais, comme je l'avais jamais fait, on va dire, des sorties le week-end, en concert ou en festival. Non, pas dans l'excès non plus, hein. Mais en fait, je suis arrivée à la fin de 2016, j'étais fatiguée, j'étais éreintée. Alors aussi à savoir que j'ai toujours nourri une très très grande curiosité on m'a même dit une fois que j'étais épicurieuse pour tout, ce qui a fait que j'ai survolé tout un tas de domaines sans vraiment rentrer en profondeur dedans. Donc il ne s'agit pas du tout de sciences dures, c'est peut-être qu'il y a une divergence, doucement. Oui, mais pourquoi vous venez sur la même chaise? Peut-être qu'il y a une petite divergence dans mon cerveau, étant donné que je suis hypersensible et que mon frère est Asperger. Donc, je sais pas, ça s'explique peut-être aussi comme ça. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, en 2016, j'étais dans ce processus-là que tout le monde a connu, donc de désinformation par rapport à la société de consommation et de tous les rouages de misère que ça induit dans le monde. Et du coup, moi, j'avais pas la télé. Je regardais exclusivement des documentaires. Et c'était comme ça que je m'endormais. Je me mettais un truc devant et puis je m'endormais. Je me mettais devant l'ordinateur et puis je m'endormais. Et donc, le 3e jeudi d'octobre 2016, parce que c'est là que c'est arrivé, j'ai réussi à avoir mon jeudi après-midi. Et j'étais éreintée. Physiquement, j'étais vraiment très très fatiguée et je voulais juste dormir. C'était tout ce que je voulais. Sauf que je me suis mis un documentaire qui m'a empêché littéralement de dormir parce qu'il a suscité un tel degré de curiosité que wow, j'étais vraiment estomaquée devant. Et ce documentaire de mémoire, il s'appelle Thrive. Que faut-il donc pour prospérer, ou que manque-t-il donc pour prospérer, un truc comme ça. Et donc, il reprenait tous les points du monde, donc le système éducatif, qu'il avait tendance à aller vers le bas pour éviter justement les laisser pour compte, au lieu de stimuler un petit peu l'intellect vers le haut. Il reprenait donc l'agriculture, l'accaparement des graines, il reprenait les ressources fossiles, donc avec cette sorte d'agenda programmé là, des grandes familles. Et d'ailleurs, c'était l'objet de mes recherches. Moi, je voulais savoir, pour moi, c'était impensable que quelques grandes familles très riches puissent tirer toutes les ficelles de ce monde. Donc, je voulais savoir ce qu'il y avait au-dessus. C'était tout ce que je voulais. Je voulais juste savoir ce qu'il y avait au-dessus des grandes familles. Voilà, parce que c'était pas logique pour moi. Et donc, ce documentaire, il commençait à reprendre après des histoires d'énergie libre. Donc moi, j'étais pas du tout. Même mon beau-père est enseignant. Ma mère, elle est cadre de la fonction publique d'État. Oui, il y a peut-être une petite répétition là, mais bon. Et du coup, culturellement parlant, c'était pas du tout quelque chose sur lequel j'étais coutumière, quoi. Et quand donc ça parlait de ça, et ça parlait après des crop circles, et à la fin du documentaire, et c'est là que c'est arrivé, c'était une indienne
D'ailleurs, suite à ça, j'ai fait beaucoup de rêves où j'étais indienne. C'était une indienne qui disait, vous avez toutes les réponses en vous, il suffit juste de regarder à l'intérieur. Et là, son ventre, dans le documentaire, il s'illumine avec une lumière blanche. Puis moi, je regardais le documentaire et j'étais assise en tailleur sur mon lit. Et c'est là que j'ai entendu, donc ce qui deviendra plus tard mon principal canal de clairaudience, un petit clacotis de bois. Et ce petit clacotis de bois m'a fait lever la tête. Et quand j'ai levé la tête, bah j'en démordrai jamais. J'étais pas seule. Il y avait quelqu'un, mais il y avait personne en fait. Mais j'ai senti une présence très très forte. Et c'est là que je me suis pris une sorte de lumière blanche, littéralement dans la tête, qui m'a fait ressentir, éprouver un orgasme, mais un truc inconnu au bataillon. Hein. C'est les ondes oméga là, dont parle Joe Dispenza. Voilà, c'est vraiment et c'est pour ça hein, qu'il y a la pomme de pin là au cœur de la cour du Vatican. Hein. On parle de fréquence. On parle vraiment de fréquence. Et en fait, ça s'est propagé directement dans tout mon corps, à en défaillir, donc à l'intérieur, à l'extérieur, à irradier l'orgasme, à pas tenir debout. Donc j'étais là, je me suis pris ça. Je me suis dit, oh là, mais il est bizarre ce documentaire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ma mère, j'ai envoyé un message à ma mère. Je lui ai dit, maman, il faut absolument que tu regardes ce documentaire parce qu'il il est vraiment particulier. Et en fait, je ne savais pas ce qui m'était arrivé à l'époque. Bon, j'ai mis 7 à 8 ans à comprendre ce qui m'est arrivé. Et suite à ça, donc ça c'était le jeudi, le mardi qui suivait, c'est là que j'ai dormi donc la dernière nuit avec mon ancien petit ami qui s'appelait Nolan. Et le médaillon de baptême est tombé dans le lit. Donc c'était suite à une maison. Hein. Une maison qu'il avait achetée. Moi, j'avais pas voulu participer au crédit. Donc voilà, et c'était une grange à rénover. Hein. Donc c'était vraiment une maison en travaux. Mimi, laisse-la s'il te plaît. Mimi, laisse-la, elle fait dodo. Laisse-la s'il te plaît. Et oui, c'est ma dernière. Voilà. Et en fait, notre relation avait battu de l'aile par rapport à un avortement qui avait eu lieu 2 ans avant et que j'avais pas digéré. Justement, pour financer les travaux de cette maison, monsieur n'avait pas voulu garder donc cet enfant. Et bon, moi j'ai très mal vécu, mais je savais pas hein, que j'avais pas de notion. Enfin, je me connaissais pas encore assez. On est tous en apprentissage et je savais pas que j'allais avoir une telle difficulté à m'en remettre. Donc j'ai mis 1 an à m'en remettre. Et la relation suite à ça est tombée. Donc j'incrimine personne. Mais bon, on n'impose pas des avortements quand même. Voilà, donc ça c'était le mardi, la dernière nuit que je dors dans cette maison. Donc le médaillon de baptême est tombé dans le lit. Même lui il s'est dit oh c'est bizarre, mais bon on n'a pas relevé plus que ça. Mais c'est vrai que moi j'étais un peu par rapport à ce qui m'était arrivé, je me questionnais pas mal. Sauf que le samedi qui suivait, en fait il me dit qu'il avait quelqu'un d'autre dans le collimateur et que attends ma puce, attends j'arrive mon bébé. Et que ça faisait depuis le mois d'août qu'il était pour parler avec cette personne et que du coup voilà, il me quittait, il m'a coupé du jour au lendemain en me bloquant. Il m'a bloqué de partout alors que moi je harcèle pas. Enfin peut-être que j'étais un peu plus je sais pas moi, plus persévérante que je suis aujourd'hui, mais en tout cas je savais pas, encore une fois, mais c'était un des piliers de vie auquel je me raccrochais, étant donné que moi j'avais beaucoup déménagé sur plusieurs territoires et que j'avais pas eu d'ancrage comme quelqu'un qui est resté sur un même territoire. Donc ça faisait 6 ans qu'on était ensemble et quand il est parti, ça m'a littéralement tuée. Et après ça, donc là c'était ma profession, donc c'était dans le contexte de la loi, je me rappelle plus de l'intitulé exact de la loi, j'aurais dû regarder, je crois que c'est la loi commune nouvelle, non c'est pas la loi commune nouvelle. Bon, c'est la loi qui est sortie en 2016, là, qui parlait des fusions de PCI. Et donc, il y a eu tout un tas de fusions qui ont vu le jour en termes de régions, tout ça, mais pas en termes de communes. Enfin, si, justement, dans l'Eure, là où j'étais attachée. Donc, moi, j'exerçais sur l'Eure. Et là, c'était un département pionnier pour les fusions de communes, étant donné qu'il y a eu tout un tas de communes qui ont fusionné. Moi, après, j'ai intégré le Lot-et-Garonne, ici, il n'y en a pas. Donc
Donc voilà, et c'était super intéressant comme travail parce qu'il fallait justement, il n'y avait pas de prise en charge par les centres de gestion qui étaient faits pour ça. Du coup, c'était à nous de démêler, savoir comment faire, tout ça, et c'était vraiment très, très intéressant. Sauf que moi, j'avais énormément confiance. On devait fusionner avec 2 autres communes. J'avais énormément confiance avec une commune pour laquelle je collaborais parce qu'il y avait un monsieur donc, qui était DGS dans cette commune-là. À mon sens, c'est un HPI. Ce monsieur, il était très très compétent. Il avait d'autres casquettes dans un syndicat national et un mandat aussi dans la région. Voilà. Et donc en fait, j'avais vraiment confiance à cette personne. Et j'avais vraiment envie de faire mes preuves aussi. Sauf que c'était peut-être au mois de